Bonjour à tous, nouveau webinaire sur notre chaîne CibleWeb Connect. Aujourd'hui, on retrouve Charles-Henri Collitz, qui est le responsable des SEO de notre agence CibleWeb, et Khaled Tariquet, qui est le dirigeant du groupe Tariquet, qui a 3 entités, blouse médicale, veste de cuisine et la tenue des pros. Durant ce webinaire, on reviendra sur un an d'expérience de l'IA pour le SEO, avec l'expertise SEO de Charles-Henri pour le client Khaled Tariquet. Voilà, si c'est bon pour vous, on va démarrer. Est-ce que vous pouvez présenter votre activité respective et aborder votre collaboration, l'historique, les étapes, les enjeux principaux? Bonjour à Oui, tous. donc, Charles-Henri, je te laisse commencer. ça marche. Voilà, je me demandais dans quelle ordre on allait démarrer. Donc, du coup, voilà, pour le global, Samuel m'a présenté. Donc, moi, c'est vrai que je gère les prestations SEO pour CibleWeb. Et du coup, c'est par ce biais qu'on a pu travailler ensemble avec Khaled sur justement l'optimisation d'un premier site, mais ça bien avant l'IA. Et le projet qui a été intéressant, ça a été justement de continuer à travailler le SEO sur un site qui avait été travaillé de manière traditionnelle, on va dire, et d'envisager les campagnes pour 2 nouveaux sites. Et donc là, on a un démarrage à zéro quasiment, puisqu'il y a eu une petite phase intermédiaire, mais c'est là où il y a eu véritablement un enjeu avec l'IA et le besoin de définir une stratégie entre nos 2 équipes. Ok. Alors, pour ma part, du coup, donc moi c'est Khaled Tariquet. Merci Samuel déjà pour l'invitation. Merci Charles-Henri. Je suis le fondateur du groupe Tariquet. Initialement, on avait un seul site internet qui s'appelait bluesmedical.fr. C'est un site que j'ai créé de toutes pièces via PrestaShop, évidemment sur la plateforme PrestaShop. Mais tout a été fait manuellement sur ce site-là. La création des fiches produits, le SEO, etc. Donc au tout début. Et on a connu une belle croissance, notamment avec le Covid. Et après cette forte croissance-là, on a tout réinvesti pour la création de 2 autres sites internet, un qui s'appelle vestedecuisine.fr et l'autre la tenue. Et donc effectivement, avec CibleWeb, je connaissais et je travaillais avec CibleWeb avant la création de ces 2 sites-là. Donc on faisait du SEO avec CibleWeb sur le site blousmedical.fr. Et donc avec la création des 2 autres sites, c'était évident qu'il fallait faire appel à une agence pour ça, et ça coulait de source que voilà, je connaissais déjà CibleWeb, ça marchait très bien, donc du coup voilà, on a lancé le projet, on avait discuté sur tous les points techniques, sur la stratégie, etc. qu'on allait adopter. On a tout mis en place, ça a mis quelques mois, et une fois qu'on avait lancé le projet, voilà, fallait tout lancer en même temps, et c'était un sacré challenge de le faire ensemble, quoi. Fallait bien se goupiller pour tout mettre en place. Ok, très bien. Je vous propose qu'on rentre dans le cœur du sujet. Je vais avoir quelques questions pour Charles-Henri. Pourquoi est-ce que pour toi, l'IA est devenue un levier stratégique pour le SEO et comment est-ce qu'elle permet d'optimiser certains process? En fait, l'arrivée de l'IA dans nos process SEO, c'est toujours quasiment la même question, quoi. C'est une question de coût, hein. L'opportunité qui a été vue pour tout le monde au début, c'était de générer des textes, on va dire, sans limite, hein, puisque le coût est vraiment ridicule, et de pouvoir répondre comme ça à une espèce de demande de Google qui en veut toujours plus. Alors, c'est vrai que avec l'IA, on a pu aborder différemment les sites. C'est vrai qu'on a pu se dire qu'il était capable maintenant de fournir un catalogue de manière globale, de ne pas travailler forcément une optimisation par phase. Enfin voilà, c'est ce qui est totalement sans limite. Alors l'intérêt de cette production de contenu, mais vraiment brute, hein, c'est-à-dire telle qu'elle est proposée par l'IA, l'intérêt principal, notamment avec l'équipe de Raleigh, c'était justement de pouvoir travailler ensemble. Il y avait une répartition des tâches qui était devenue possible parce qu'on n'était pas dans l'attente du travail d'un rédacteur qui est terminé, qu'on transmette la fiche, qu'on la fasse valider ou autre. Ce travail, il pouvait être entièrement internalisé dans son entreprise et maîtrisé par son équipe. Alors,
ça marche bien. Et là, je tiens à le préciser, c'est que Raled, il a déjà fait un site à la main de A à Z, donc il sait ce que c'est écrire une fiche produit, définir un mot-clé pour une fiche, pour une page ou autre. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans un autre cadre de projet où on se dit, bah voilà, on va lancer un site, quel que soit le produit, on s'en moque, de toute façon, l'IA est capable de le décrire. Le niveau de réussite sera certainement pas le même, hein. Intégrer la tâche de l'écriture ou réintégrer en interne, faut donner ça aux équipes marketing. Ça permet certainement de faire de bonnes fiches produits, mais qui ne sont pas forcément des fiches optimisées pour le SEO et on va dire Google friendly, hein. C'est là où encore il y a un cap et qui nécessite justement un bon travail. Avec voilà, il faut que notre travail de production de contenu soit en lien avec des objectifs commerciaux qui ont été définis et qu'à partir de ces objectifs commerciaux, nous derrière, on soit capable de faire une analyse pour dire, ben voilà, d'un point de vue SEO, comment on peut accompagner ça, hein. Il ne faut pas s'imaginer que l'IA va remplir tous les champs de création de votre fiche produit d'un catalogue et que ça va marcher. C'est là la grande réserve qu'on peut avoir. Ça marche. Est-ce que tu peux dire quels sont les principaux outils d'IA que tu utilises pour le référencement et comment est-ce qu'ils peuvent identifier des opportunités ou des problématiques qu'une approche classique pourrait manquer? Alors, au niveau des outils, je pense qu'un peu comme tout le monde, hein, on a démarré avec des outils comme ChatGPT, enfin OpenAI avant ChatGPT, et l'intérêt principal, c'est d'avoir des outils qui sont, on va dire, capables de comprendre, de contextualiser ce qu'on est en train de faire, hein. L'art du travail sur IA, ça reste quand même l'art du prompt. Si on ne maîtrise pas cette consigne d'écriture pour permettre une véritable différenciation, on va créer un contenu identique comme tous les autres concurrents qui ont besoin de la même fiche produit, que ce soit sur une blouse médicale, un tablier de cuisine ou quoi que ce soit. Donc voilà, travailler avec ChatGPT, avec Claude. Nous, on a une petite sympathie pour cette IA aussi, qui présente les choses peut-être un peu différemment et qui est peut-être plus sensible aussi à certains prompts. Voilà. Dans le choix des outils, de toute façon, on les a, hein. En gros, on a quelques IA qui sont capables de fournir des réponses à nos besoins via un chat ou quoi que ce soit. L'intérêt de pouvoir connecter une API, c'est qu'on va pouvoir avoir des réponses qui vont être peut-être plus automatisées, construites et qui vont nous permettre réellement d'industrialiser le travail. On passe par un module PrestaShop ou qu'on passe par un module WordPress, c'est vrai qu'on va pouvoir connecter on va dire, notre IA et lui donner des consignes et que ça s'applique, soit avec un plan d'action, soit de manière automatique, soit compléter les fiches produits, les textes de categ, tout ça. Donc ça, on va dire, c'est pas mal, parce que plutôt que de fournir un site qui soit à peu près vide ou avec des textes qui sont repris d'un fournisseur ou autre, on est capable d'apporter une différenciation. Alors, ça va peut-être pas en faire des textes suroptimisés pour le SEO, vraiment qui permettent d'aborder la concurrence, mais ça nous en fait, ça en fait de bons outils. Après, voilà, il faut pas rêver. L'IA, elle est capable de produire du texte par rapport à des consignes qu'on lui a données. Mais pour le SEO, elle n'a aucune compétence particulière, hein. Vous pouvez lui demander d'écrire un texte ou de faire une recherche de mots-clés, on voit que les résultats ils vont pas être terribles quand même, quoi, hein. On va être juste sur un traitement statistique de qu'est-ce qui est le plus utilisé dans un environnement, et là on va commencer à aborder toutes les erreurs qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Moi, pour l'instant, le secteur du SEO et on
on va dire, ce qu'on en attend véritablement pour créer du contenu, c'est un peu, voilà, pour conclure sur ce point, c'est un peu l'image du Turc mécanique. Hein. Je sais pas, voilà, si vous jouez aux échecs, si vous connaissez un peu cette légende, c'est un espèce de joueur, c'est un automate qui gagnait toutes les parties. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait bien un humain qui était capable d'animer cet automate. Alors en fait, sur nos outils IA, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une offre exceptionnelle d'outils clés en main qui seraient capables de tout faire, mais les textes qui sont produits, s'il n'y a pas une relecture humaine, on n'en fera pas des textes SEO. On en fera encore un énième contenu que Google va être encore obligé de traiter. Alors, est-ce qu'il y a véritablement un filtre pour savoir si c'est un contenu IA, pas IA? Est-ce qu'il accepte ou pas un contenu IA? Bon, on sait aujourd'hui qu'il l'accepte à condition que le texte soit utile. Mais voilà, cette surenchère de production de contenu, c'est certainement pas la bonne réponse. Par contre, il y a une réponse intermédiaire à trouver entre produire du contenu, optimiser ce contenu, toujours peut-être à partir de l'IA, mais l'automatisation pure et dure, pour l'instant, j'y crois pas trop. Ok, très bien. Petite question dans le chat, c'était de Anne-Sophie. Je n'ai pas compris l'autre outil de l'IA, pourriez-vous me le redonner? Alors, ça doit être, c'est pas parce que je parlais d'API. D'accord, alors, l'API, voilà, ça va permettre de connecter en fait deux services. Hein. C'est par exemple si vous achetez un module PrestaShop ou WordPress qui va vous créer du contenu. Le module va vous permettre de vous connecter à ChatGPT, par exemple, et d'importer automatiquement les contenus dans votre interface. Voilà. Donc, avec une clé API que vous fournit OpenAI, voilà, vous allez pouvoir connecter les deux services. Hein. C'est ce qui vous permet, voilà, d'importer un service tiers dans votre site web. Ok, très bien. Donc là, on a fait un peu le tour des bénéfices et des bonnes pratiques. Moi, je serais curieux de savoir comment est-ce que l'IA modifie le travail et surtout, quels sont les points d'attention à prendre en compte. Moi, j'ai en tête, par exemple, la question de la qualité du contenu, la nécessité de produire davantage de contenu, par exemple. C'est pour moi la question ou c'est pour Charles-Henri? C'est plutôt pour Charles-Henri. Ah, c'était plutôt pour moi. De quelle manière l'IA, disons que c'est toujours quelque chose de compliqué. On va dire, le principal rôle de l'IA aujourd'hui, c'est de remplir du vide. C'est ça qui marche très bien. Alors, pour le SEO, c'est pas forcément suffisant. Parce que si on veut être premier sur Google ou au moins sur la première page dans un premier temps, le texte de l'IA fera peut-être pas le travail, surtout si vous n'êtes pas sur une niche. Si vous êtes sur des mots-clés extrêmement concurrentiels, qu'on prenne blouse médicale par exemple, ce mot-clé, on ne va pas réussir à être premier juste. On a fait une jolie fiche produit, on a mis 1000 mots alors que par le passé on en mettait 100 ou 200. Voilà, cette surenchère de contenu, ça va pas suffire. Par contre, ce que l'IA peut apporter avec un bon prompt et avec un travail régulier, c'est-à-dire vraiment on va dire une logique d'échange quasiment avec un rédacteur. Je vais lui dire que je veux écrire un texte pour une fiche produit avec pour mot-clé principal blouse médicale, par exemple, et je veux qu'il décrive ce produit, je vais lui donner la marque, quelques caractéristiques, et c'est là où il faut bien comprendre, c'est qu'un prompt d'IA, parfois, on peut arriver à un nombre de mots quand même extrêmement important. On peut avoir des prompts à 500 mots sans problème. Alors, tout dépend de l'enjeu. Hein. Si c'est pour écrire une fiche produit à 200 mots ou de 200 mots, on verra bien que là, il y a un problème. Hein. Il faudrait peut-être mieux les écrire à la main, ça irait plus vite. Mais si on est sur un approfondissement, pour la création de pages type page EAT, par exemple, hein, des pages d'expertise pour Google, où on est souvent... on frôle les 2000 mots, là, évidemment, c'est intéressant de faire un prompt extrêmement détaillé, lui dire, voilà, je voudrais qu'on reprenne le style, par exemple, de telle ou telle page que j'ai déjà faite, la façon de l'écrire, qu'on intègre ces différents mots-clés, qu'on prévoit une étape aussi d'information, c'est-à-dire, voilà, je veux qu'il y ait une progression dans mon texte, on explique tout ça,
l'IA va nous produire immédiatement un contenu. Donc le véritable gain de temps, il est là-dessus, c'est-à-dire que on est sur des phases de travail où on se disait par le passé, voilà, on va écrire une page EAT pour le mois de décembre sur, j'en sais rien, les idées cadeaux. Bon, ça sera trop tard, même si on l'a fait en décembre, mais tant pis. Voilà, on allait avoir un process d'écriture, de validation, d'intégration de la page. Là, on peut quasiment imaginer que tout ça, ça se fait dans une journée maximum. On s'est débarrassé de tous les délais, quoi. Et ça, c'est certainement le point le plus appréciable. Ok, très bien. Prochaine question sera plus pour Tariq. C'est quel changement majeur tu as pu observer dans les performances de tes différents sites au fil du travail de cible web et plus particulièrement au cours de cette année avec le développement de l'usage des outils d'IA pour le SEO? Tout à l'heure, Charles-Henri avait spécifié quelque chose qui était très intéressant, c'est qu'il fallait travailler en collaboration. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est quand on avait lancé le gros projet de faire les 2 sites internet, l'idée c'était de travailler en collaboration. Et au départ, quand on avait lancé les sites, on ne pouvait pas faire grand-chose sur la rédaction des contenus. Il y avait à peu près 700 fiches produits à sortir. On ne pouvait pas les faire nous-mêmes, c'était un travail titanesque. Donc on avait confié ça à CibleWeb. Et CibleWeb a fait ce qu'il pouvait avec les outils qu'ils avaient, c'est-à-dire que c'était plutôt des descriptions un peu génériques, un peu générales, et non, pas du tout spécifiques, vraiment par produit. On ne pouvait pas rentrer dans le détail, c'était impossible. Donc l'idée, c'était dans les délais imposés, c'était qu'il fallait le faire rapidement. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire en mettant des descriptions plutôt génériques. Mais voilà, d'un point de vue SEO, c'est pas du tout une bonne idée, c'est pas blâmable, mais en tout cas, ça nous avantage pas. Ça nous pénalise pas, mais ça nous avantage pas. Donc, pour faire justement référencer tous les produits. Donc, à la suite donc, de l'introduction des outils de l'IA, ce qu'on a réussi à récupérer donc, en collaboration avec CibleWeb, c'est qu'en gros, on a récupéré une partie de la rédaction des produits. La plupart des produits, c'est nous. Il y a certains produits spécifiques, des produits charnières, etc. On les a confiés à CibleWeb. Quand on voulait vraiment appuyer sur certains produits, c'est eux qui s'en occupaient. Mais du coup, on a récupéré une bonne partie avec, comme disait Jean-Henri tout à l'heure, les connaissances qu'on a actuellement du SEO. Donc, ce qu'on veut mettre en avant, grâce à l'IA, on arrive à le faire. C'est-à-dire que l'IA nous a facilité le travail dans la reprise de toutes les descriptions qui avaient été faites. On les a toutes retravaillées grâce à l'IA. Pas entièrement, pas encore, parce que c'est un gros travail, mais on y va crescendo, et donc du coup, on reprend la rédaction des fiches produits, on met en avant les bons produits, on met en avant les bons mots-clés, et il y a toute la partie technique qui est toujours chez CibleWeb, mais pour nous, voilà, l'un des principaux facteurs d'amélioration de notre travail au quotidien, grâce à l'IA, c'est ça, c'est la rédaction c'est la rédaction des descriptions. Et donc, en reprenant cette partie, on a maîtrisé un petit peu l'évolution des produits, et quand on dit l'évolution des produits, c'est l'indexation des produits. Grâce à Google, enfin grâce à l'IA, on arrive à faire indexer certains produits qui ne l'étaient pas du tout. Et donc ça vraiment, c'est un vrai point positif. Mais encore une fois, comme le dit Charles-Henri, si on n'est pas accompagné par entre guillemets une expérience ou un professionnel qui a de l'expérience, ça peut vite être problématique ou travailler dans le vide, quoi, grosso modo. Ça peut être vraiment pénalisant pour quelqu'un qui va avoir des objectifs, on va dire, sur du long terme, et de se dire ces produits-là, voilà, je veux le positionner sur ce produit, donc je vais retravailler cette fiche, puis je vais faire une landing page, puis je vais faire un travail de maillage interne, etc. En faisant la description, faire un copier-coller de ce que l'IA va vous générer, c'est la pire des choses à faire, parce que ça va être un duplicate, et puis voilà, nous, par exemple, on vend des blouses, on vend des vestes de cuisine, on vend des pantalons de travail, des chaussures de sécurité. Une description d'une chaussure de sécurité, l'IA, s'il y a 1000 produits, au bout de 5-10 produits, on va voir que les descriptions sont les mêmes. Et donc, faire 1000 fiches produits identiques, ça n'a absolument aucun intérêt. Tout le monde sera d'accord que Google risque de nous pénaliser là-dessus. Donc, on risque d'avoir une pénalité en pensant bien faire, en pensant faire des fiches produits à 2000 mots, et de se dire, ouais, ça c'est le top, personne n'aura fait la même chose. Mais en fait, l'IA, voilà, ce qu'on va lui demander, nous, c'est ce que vont demander nos concurrents. Donc, voilà, on risque d'avoir le même résultat que tout le monde, et ça peut être très très problématique, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Mais par contre, voilà, l'indexation des fiches produits, ça a été un vrai plus pour nous, parce que les fiches n'étaient pas optimisées comme il fallait. On a repris les fiches, et finalement on arrive à se mettre dans des marchés de niche plus facilement. Et sur les mots-clés plus concurrentiels, évidemment, il y a beaucoup plus de travail que ça à faire.
l'IA ne suffit largement pas. Hein, pour la description, ça suffit largement pas. Ok, très bien. Et prochaine question, c'est est-ce que tu pourrais nous partager un indicateur clé qui montrerait l'impact de cette stratégie? Ce serait par exemple, je ne sais pas, taux de trafic, de conversion. Oui, l'indicateur clé, clairement, par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, l'indexation des fiches produits. L'indexation des fiches produits, ça nous a permis de nous positionner sur des mots-clés à longue traîne. Par exemple, chaussures de sécurité confortables pour hommes, par exemple. C'est un mot-clé qui est plutôt long. Donc, les gens qui vont taper ça, plus on tape des mots-clés longs et plus les résultats sont précis. Et donc, il y a moins de concurrence, plus sur les mots-clés à longue traîne. Et on arrive à se positionner dessus plus rapidement. Donc, sur une stratégie de SEO, on peut se fixer là-dessus. Quand on arrive sur un domaine qui est très concurrentiel, où on a des très gros qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, arriver le dernier petit site, c'est très difficile de se faire sa place. Donc, la stratégie, ça a été de ratisser un peu large. Et donc, grâce à l'IA, en faisant les descriptions produits et en apportant évidemment toute la sauce qu'il faut, hein, toute la recette secrète que Charles-Henri est là, du coup, tout ça, ça a permis justement de se positionner sur des mots-clés, comme je disais, chaussures de sécurité confortables pour hommes, par exemple, ou chaussures éco-responsables de sécurité, enfin des mots-clés un peu spécifiques. Ça permet d'avoir des petites portes d'entrée à ce domaine de chaussures de sécurité. Parce que chaussures de sécurité, c'est un mot-clé hyper concurrentiel. Il y a 60 000 clics par mois. Pour arriver premier sur ce site-là, il va falloir passer devant Leroy Merlin, Mano Mano, enfin des très très gros, quoi. Et qui ont une équipe de 10 personnes qui bossent tous les jours là-dessus. Donc ça va être un peu difficile, il faut prendre son mal en patience. C'est pas impossible, mais c'est un gros travail. Et donc du coup, on peut pallier à ça en passant par les petites portes d'entrée. Et grâce à l'IA, ça nous a fait ça. Donc l'indexation des fiches produits, c'est vraiment un truc qui a changé un petit peu la donne pour nous. Et donc le trafic justement a quasiment fait x2, x3 en un an à peu près, grâce à ça justement. Très bien. On va passer sur la dernière part. Ouais, vas-y, Charles-Henri. Ouais. Voilà. Sur l'indicateur, on en parlait, donc j'ai regardé vite fait avant notre webinaire pour être sûr de ce qu'on avait réellement pu réaliser. En fait, on est à x3. C'est-à-dire que Google, du fait de cette forte arrivée de nouvelles fiches produits qu'il a pu indexer, ça a permis d'augmenter de manière très très forte le corpus sémantique. Et par contre, le résultat très concret, c'est 3 fois plus d'impressions dans les résultats de recherche. Donc de la longue traîne évidemment, hein, c'est-à-dire que voilà, dans le top 100 de Google, il y a énormément de fiches qui ont été affichées et qui ne sont pas forcément visibles dès la première page. Ça, c'est évident, il faut le prendre en compte. Mais par contre, le point extrêmement positif, c'est qu'on est arrivé à x3 aussi au niveau du clic. Donc, ça veut dire des visites. Et donc là, on a vraiment, on va dire, la transformation d'un très, très long travail, la reprise des fiches produits par l'équipe de Raled avec un contenu commercial parce qu'ils connaissent leurs produits. Et nous, notre intervention derrière, pour des produits phares, avec un contenu commercial qui a déjà été rédigé et sur lequel il faut qu'on optimise uniquement d'un point de vue SEO. Donc, on va dire la recette, elle est parfaite pour nous. Hein. On n'a pas besoin de l'expertise qui nous manque toujours, de savoir pourquoi telle blouse médicale est mieux qu'une autre, ou telle marque, ou telle paire de chaussures de sécurité. Ce travail-là, en gros, il avait déjà été fait. Donc, nous, derrière, on a juste à dérouler une stratégie SEO, nos outils, pour faire monter, justement, sur le top 10 pour les produits les plus intéressants. Ok, très bien. Là, on va passer sur la dernière partie du webinaire. Ce sera des questions qui s'adressent aussi bien à toi, Charles-Henri, qu'à Khaled. Une des questions, c'est quelle est selon vous la plus grande valeur ajoutée qu'apporte l'IA au SEO, que ce soit pour le côté expert que pour le côté e-commerçant? Je te laisse commencer. Pardon, j'étais en train de lire une question qui était sur le chat et du coup, j'étais en train de chercher une fiche produit parce que quelqu'un a demandé une fiche produit. Donc, j'ai pas écouté la question. Si tu peux la répéter. Je demandais quelle est pour toi la plus grande valeur ajoutée qu'apporte l'IA au SEO du côté e-commerçant? Ah oui. Selon moi, ce qui peut être très positif, c'est le fait que le corpus sémantique va être varié, beaucoup plus que ce qu'on pensait.
C'est-à-dire qu'en gros, moi, par exemple, j'aurais jamais tapé certains mots-clés que l'IA va me proposer. Par exemple, dans le cas concret, dans le médical, une blouse, on appelle ça une blouse, mais il y a beaucoup de gens qui l'appellent une casaque, ou alors un pyjama de bloc, ou alors, enfin, ce genre de mots-clés-là. Et demander à l'IA va l'utiliser avec son intelligence à lui, et donc il va sortir des mots-clés que d'autres personnes tapent. Alors que ça peut être ridicule, hein, ça peut être au lieu d'avoir 2000 clics par mois sur ce mot-clé-là, ça sera un mot-clé à 100 mots-clés à peu près, à 100 clics par mois. Et donc du coup, en fait, au lieu d'avoir 2000, on va quand même essayer de récupérer les 100 clics par mois de plus. Donc ça peut être un vrai plus dans le développement du champ sémantique sur un site internet, d'avoir des mots-clés qui se rajoutent et auxquels on n'aurait jamais pensé si on pense d'un point de vue commercial typique. Moi, je vais rester bloqué sur le mot-clé blouse médicale, alors qu'il y a d'autres gens qui l'appellent différemment, en fait. Même si c'est une minorité de gens, mais c'est des gens à aller chercher malgré tout. Alors que, voilà, on n'y aurait jamais pensé si l'IA n'avait pas proposé le mot-clé. Ok, très clair. Et de ton côté, Charles-Henri, du côté expert SEO? Ce qui peut m'intéresser justement sur l'IA, c'est toujours la question des prompts et de la contextualisation. Avant l'IA, c'est vrai qu'on faisait appel à des rédacteurs. On avait, nous, dans nos équipes, pas mal de rédacteurs en fait, qui étaient des étudiants. Et donc, selon nos besoins, on pouvait avoir des étudiants justement en médecine, des étudiants en droit, parce qu'on avait besoin d'un rédactionnel qui soit plus qualifié, plus pointu sur certains axes. Et en fait, cette contextualisation, on arrive à l'avoir avec l'IA, ou dans le prompt, si on lui signale bien que voilà, on a besoin d'écrire un texte sur une blouse, sur les avantages d'une blouse médicale, en lui précisant les mots-clés qu'on va utiliser, et puis surtout en lui disant, bah voilà, tu n'es pas une IA qui m'écrit une fiche produit, tu es éventuellement un médecin ou une infirmière, un dentiste, et tu vas expliquer pourquoi cette blouse est plus intéressante qu'une autre. Et donc, du coup, on arrive à avoir quand même de la matière, pour rejoindre ce que disait Raled, sur ces mots-clés qui sortent, qui n'étaient peut-être pas nos premiers choix, mais qui vont venir compléter les mots-clés principaux avec des mots-clés secondaires qui apportent peut-être justement ce niveau d'expertise que Google attend toujours, en disant, bah voilà, s'ils veulent être premiers sur tel mot-clé, bah Google attend qu'on utilise tel autre mot-clé qui sont complémentaires, qu'on soit capable d'aborder tel ou tel sujet. Bah, peut-être qu'avec l'IA, on arrive justement à toucher ça un peu plus rapidement que quand on le faisait par une analyse de la concurrence, par une analyse du champ sémantique global lié à un métier ou autre. Donc là-dessus, on est peut-être gagnant. Ok, très bien. La prochaine question, c'est plus une recommandation aux autres e-commerçants. Quel conseil vous donneriez à un e-commerçant qui hésite encore à adopter l'IA pour le SEO? Alors, je vais commencer. L'IA, c'est très bien, aucun problème là-dessus, ça nous a changé notre travail de tous les jours, je le recommande à 100%, mais c'est comme si je vous donnais un outil hyper performant mais que vous ne maîtrisez pas. En gros, ça peut être vraiment problématique si on ne le maîtrise pas. Je dirais que à utiliser avec modération, à utiliser avec expérience, il faut malgré tout, ça ne remplacera pas le travail d'un humain. Il faut l'expérience d'un expert SEO malgré tout pour pouvoir vous aider. Le meilleur exemple que je peux vous donner, et je l'avais donné la dernière fois quand on s'était vu à Montpellier, c'est que c'est ça. C'est que nous, parmi les mots-clés les plus tapés, si vous demandez à ChatGPT de vous trouver les mots-clés les plus tapés autour des blouses médicales, il va vous taper le mot-clé blouse infirmière sexy. Et donc vous allez vous focaliser sur un mot-clé et vous allez le laisser faire. Il va vous mettre le mot-clé, il va vous référencer là-dessus, et sauf que ce n'est pas ce que vous vendez du tout. Donc ça peut être très dangereux d'un point de vue SEO de laisser faire l'IA tout seul, en automatique, etc. C'est très dangereux. Idem, vous allez peut-être vous dire, bah oui, c'est vrai que c'est un mot-clé super intéressant, ça, par exemple, blouse aide-soignante, confortable, un truc comme ça. Et en fait, c'est un mot-clé qui est tapé que par 20 personnes par mois. Alors que le mot-clé blouse aide-soignante manche courte, il est peut-être tapé 3000 fois par mois.
Donc, si vous vous orientez juste un peu plus sur l'autre mot-clé, voilà, vous changez votre stratégie, ça change tout. Donc, il faut faire attention à ça, sur les mots-clés qu'il utilise. Faut faire attention aussi sur le contenu qu'il donne, parce que des fois, c'est complètement déconnant. Il donne de contenu qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Il vous parlera vous demandez de lui d'écrire une chaussure, il va vous dire qu'elle est en cuir alors qu'elle est en polyuréthane, vous demandez elle est en microfibre alors qu'elle est, voilà, elle n'est pas antidérapante, il va dire qu'elle est antidérapante, et sauf que c'est la norme d'une fiche produit. Donc, si vous vous trompez là-dessus, vous allez avoir un client qui va glisser, il va porter plainte contre vous. Donc, c'est pour ça que faut faire super gaffe à ce genre de choses. Et d'un point de vue SEO, clairement, il n'y a pas que le contenu qui compte. Surtout un contenu rédigé par l'IA, parce que c'est un contenu bateau. Honnêtement, c'est un peu long et lourd à lire. C'est pas agréable. Il faut l'orienter d'un point de vue utilisateur, il faut l'orienter d'un point de vue SEO pour plaire à Google. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire et tout l'aspect technique qu'il y a derrière, le travail qui est derrière. S'il n'y avait que l'IA sur lequel compter, franchement, vous n'y arriverez pas. Donc, il faudra vraiment vous faire accompagner de gens et d'experts pour pouvoir le faire. Je pense que voilà, ça peut vous soulager, mais c'est pas la solution parfaite. Non, clairement pas. Ok, très bien. Prochaine question, je pense qu'on y a répondu partiellement, c'est est-ce que vous pouvez donner un exemple précis de challenge SEO relevé grâce à l'IA dans votre collaboration? Ouais. On parlait de la création des 2 sites. Hein. Franchement, la création des 2 sites, ça nous a marqué malgré tout. Bon, moi, ça m'a marqué. 700 fiches produits à sortir d'un coup, des fiches produits hyper compliquées. Il fallait rentrer dans chaque fiche technique pour pouvoir connaître les produits. Voilà, fallait ça remet de patience et voilà, il fallait sortir une montagne de travail à faire en quelques semaines. On l'a fait, mais voilà, on l'a fait avec les moyens qu'on avait au début et on l'a beaucoup amélioré grâce aux moyens qu'on a maintenant. Avec l'IA, ça nous a beaucoup permis d'améliorer. Donc oui, clairement, l'IA, ça nous a beaucoup soulagé sur ce chantier-là, quoi. Très bien. Les dernières questions, elles sont un peu plus ouvertes. C'est est-ce que, selon vous, il y a des limites ou des précautions à prendre lors de l'utilisation de ces technologies d'IA? Charles-Henri, je te laisse répondre. Non, enfin, je pense que voilà, c'est un peu la trame de ce qu'on a pu dire depuis le début. C'est un très gros atout parce que c'est un gain de temps. Par contre, voilà, il faut pouvoir guider l'IA dans son travail, il faut pouvoir lui faire comprendre ce qu'on attend. Et c'est vrai que sans un travail de relecture humain derrière, on court des risques quand même de dire n'importe quoi. Ça, c'est quand même un gros risque de mal présenter les produits. Alors, c'est même pas... c'est même au-delà de la qualité de chaque produit, hein. C'est-à-dire, c'est pas le descriptif technique, c'est même parfois dans cette formulation qui est un peu toujours la même, qui est insipide, comme on disait, voilà. Donc les limites, elles sont là, quoi. Elles sont vraiment là. Et surtout, alors, d'un point de vue SEO, pour vraiment rester sur le SEO, le principal risque, c'est le duplicate. De bien s'imaginer que notre requête auprès de l'IA, si on ne fait pas un effort énorme pour la personnaliser, il y a peut-être 10, 20, 30 sites qui ont fait exactement la même démarche que nous et qui sont en train d'intégrer le même texte. Même si on lui donne la consigne de toute façon de ne pas réécrire un texte, enfin de ne pas nous présenter un texte qui a déjà été écrit, on sait qu'elle ne peut pas suivre cette consigne. C'est évident. Très bien. Bon, nous, on va approcher de la fin du webinaire. Avant de poser la dernière question, je vais vous mettre dans le chat un lien qui récapitule le travail de Cible Web pour Blues Medical. Voilà. Et la dernière question sera une question sur les perspectives futures. Selon vous, comment est-ce que l'IA va continuer à évoluer et à transformer le SEO dans les prochaines années? Peut-être commencer sur le contexte général et puis Raled, tu reprendras pour toi ce que tu peux en attendre en plus. Ok. Oui. Moi, ce qui, évidemment, en tant que référenceur, ce qui m'intéresse le plus et ce qui est en train de venir, c'est cette notion de search générative, hein, c'est-à-dire des moteurs de recherche alimentés par IA. ChatGPT a lancé le sien au mois de novembre, Bing avait commencé avant, on a Perplexity, on a Brave, voilà, on commence à avoir toute une somme de moteurs de recherche. Alors, premier point qui m'intéresse, c'est
est-ce qu'ils vont réussir à fragiliser un peu Google? Parce que ça serait quand même un avantage exceptionnel pour nous de pouvoir retravailler un peu comme, et on a pu le faire il y a très longtemps, même si Google a quand même été dominant très rapidement. Mais voilà, ça serait le premier intérêt. C'est de se dire, on va avoir plusieurs types de moteurs de recherche. Je pense que la période où tout le monde a eu peur, où on a bloqué les crawlers des différentes IA en disant surtout pas, je veux pas qu'elles reprennent mon contenu et autres, il va peut-être falloir se poser la question différemment, c'est comment l'IA pourrait présenter mon contenu aux internautes et de quelle manière ça pourrait m'aider à apporter encore plus de trafic vers mon site. Regardez bien les stats analytics de votre site. Je suis sûr que vous avez déjà du trafic ChatGPT qui vous a permis d'avoir quelques visites en plus. Donc ça, on y est. Donc il faut vraiment faire avec. Après, les perspectives de l'IA, bah, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, dans le sens où on produit toujours plus de contenu, de mauvaise qualité, on n'avance pas. Moi, j'ai vraiment envie de mettre le pied sur le frein et voir comment on pourrait peut-être recentrer notre travail, peut-être faire moins de contenu, mais plus quali, et voir si ça marche. Bon, c'est toujours la démarche qu'on fait en parallèle, ou parce que un catalogue produit, s'il est vide, on peut pas, il sera pas indexé, il sera pas visible. Donc on a toujours la démarche de dire on va le remplir. Puis d'un autre côté, on va essayer de faire des contenus extrêmement quali, des pages d'entrée au site pour que les internautes puissent le découvrir. J'ai quand même l'impression, si on prend l'exemple des images générées par IA, que la lassitude des internautes, elle est quand même très très rapide. On parle de slop, de ces contenus générés par IA qui sont faits trop rapidement, tout ça. Et voilà, je crois que le travers, il est là. Donc, à nous de bien travailler pour que les moteurs de recherche par IA puissent indexer nos contenus, puissent peut-être concurrencer Google, qu'on puisse rendre visible, accessible un site par différents biais. Par contre, faisons attention à bien produire de la qualité pour que nos contenus soient présentés et que ça rapporte véritablement ce pourquoi c'est fait. On a des objectifs, il y a des attentes commerciales. C'est pour tout ça qu'on fait ce travail. Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je mets pas des freins, mais j'ai des doutes sur l'automatisation de l'IA ou l'avenir de l'IA rapidement sur le SEO. Je pense que le SEO, c'est vraiment quelque chose de très particulier, et en plus, ça évolue souvent avec les attentes de Google, etc., qui changent tout le temps, l'algo qui change. Tout miser sur l'IA, je pense pas, en tout cas pas tout de suite. Mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on y arrive à un moment donné, comme Enfin, c'est vrai que c'est lourd là. Des fois, on reçoit des appels de personnes et c'est de l'IA, quoi. Mais on sent que c'est encore débile, c'est encore pas très fluide. On parle, mais ça répond à une autre question. Enfin, voilà, c'est pas encore parfait. Mais je pense qu'on va devoir y passer un jour ou l'autre, comme tout. C'est l'évolution des algorithmes, des technologies. On va devoir y passer. Mais j'ai des doutes sur le SEO. En tout cas, d'un point de vue SEO, j'ai des doutes sur le fait que l'IA prenne la main dessus. Comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, je pense que si on laisse faire l'IA, ton site il va aller dans tous les sens. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être ça peut être très dangereux pour un site internet. Et pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas le savoir-faire de l'être humain pour pouvoir prendre la place d'un humain ou d'une agence web sur l'IA, quoi. Très bien, très clair. Ouais. Du coup, avant d'apporter le mot de la fin, j'invite tout d'abord les participants à poser des questions. Voilà, s'il y a des points sur lesquels ils voudraient revenir. Dans le chat, je vais mettre le lien vers notre chaîne de replay de webinar. On postera le replay de ce webinar dès cet après-midi. Donc, vous pourrez le retrouver à partir de ce lien. Et voilà, je ne sais pas si Charles-Henri, vous avez un point à ajouter avant d'apporter le mot de la fin. Non, pour moi, tout est bon. Je vais juste envoyer sur le chat le lien Il y a une personne qui a demandé le lien pour une fiche produit optimisée. J'en ai trouvé une, du coup. Je la mets sur le chat. Si la personne souhaite consulter une fiche de produit qu'on a personnalisée via l'IA et où on a apporté manuellement des retouches, voilà, celle-ci, par exemple, ça peut vous aider. Après, je crois qu'on est bon. Ah oui, avez-vous des prompts types que vous donnez à l'IA pour la guider? Exemple, parler en prenant le rôle de telle personne ou pas?
Moi, pour ma part, j'en ai pas de prompt type. Il faut toujours, en fonction du produit, trouver une question un peu spécifique parce que sinon, voilà, on va poser la même question tout le temps. C'est complètement bête et on aura toujours la même réponse à la même question. Donc, du coup, même si le produit est un peu différent, voilà, ce sera la même fiche produit. Donc, non, il va falloir adapter à chaque fois. Il n'y a pas de prompt type, pour ma part en tout cas. Très bien. Bon, du coup, on va se laisser là-dessus. Merci encore à vous deux pour vos interventions. Merci également aux participants pour nous avoir rejoints pendant ce webinaire. Et à très bientôt. À bientôt. Merci.